Bienvenue, chères téléspectatrices et téléspectateurs à Impact Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose, une maladie qui affecte de nombreuses femmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'endométriose touche 10% des femmes à travers le monde, soit 190 millions de personnes. Au Burkina Faso, de nombreuses femmes en souffrent également. Et pour en savoir davantage sur cette pathologie, nous recevons le naturothérapeute Sissiaka. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Et une fois de plus, bienvenue à Impact Santé. Alors, Monsieur Sissiaka, aujourd'hui nous parlons de l'endométriose. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'endométriose est une maladie qui est définie par ce qu'on appelle la présence en dehors de l'utérus de fragments de l'endomètre. Parce que l'endomètre, c'est les tissus qui tapissent l'utérus. Mais on s'est rendu compte que lorsqu'il y a l'endométriose, ces tissus, l'endomètre-là, va se retrouver en dehors de l'utérus. Et c'est cette présence en dehors de l'utérus qui va poser problème. Et quels sont les signes de l'endométriose? Comment sait-on que quelqu'un a l'endométriose? Le premier signe de l'endométriose, c'est la douleur. C'est la douleur pendant les cycles menstruels qui sont très, très longs. Le cycle menstruel est long et c'est douloureux. Je vais vous citer par exemple les problèmes qui sont posés au-delà de la douleur. Au-delà de la douleur, alors on estime que par exemple, les douleurs, les femmes qui souffrent de l'endométriose, c'est les douleurs quand ils vont aux toilettes, les douleurs pendant les rapports sexuels, les douleurs neuropathiques, les douleurs digestives, la fatigue chronique, et bien sûr les problèmes d'infertilité, et c'est pas fini. Alors donc, tous ces problèmes-là vont faire aussi que la vie sociale de la femme qui souffre de l'endométriose est vraiment difficile. Sa vie sociale est difficile. La vie dans le couple, parce qu'une femme, un couple où la femme souffre de l'endométriose, c'est compliqué. La vie sociale est très compliquée dans la vie du couple. Bon, et même l'activité professionnelle, parce que les douleurs sont telles que parfois ça va impacter même l'activité professionnelle de la femme. Ensuite, c'est pas fini. Et puis, c'est surtout ça, la douleur, rien que la douleur. Parce que certaines femmes estiment même que celles qui souffrent de l'endométriose, elles estiment que l'endométriose, c'est vraiment, entre guillemets, l'enfer sur Terre. Donc, c'est la douleur pendant les cycles. Le cycle est long. C'est douloureux et tout. Bon, et voilà le problème. Et qu'est-ce qui peut être à la base, justement, de l'endométriose? Bon, l'endométriose, en fait, on pense que l'endométriose est une maladie qui est estrogénodépendante. En fait, comme la plupart des problèmes gynécologiques des femmes, l'endométriose est liée à ce qu'on appelle la dominance en estrogène. Et cette fameuse dominance en estrogène, c'est lorsque le taux d'estrogène est plus élevé, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un excès d'estrogène par rapport à la progestérone. Parce qu'en fait, ces deux hormones qui sont essentielles dans la vie reproductive de la femme, donc les estrogènes et la progestérone, sont essentiels. Mais il se trouve que ces deux éléments-là ont des effets antagonistes. Antagoniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'un permet, l'autre bloque. Donc, ce qui fait qu'il faut nécessairement un équilibre pour que tout aille mieux. Alors, donc, je prends par exemple le cas de l'endométriose. Alors, il faut savoir que les estrogènes, dont l'excès les estrogènes vont favoriser la prolifération de l'endomètre. Ça favorise la prolifération de l'endomètre. Et la progestérone maintient l'homogénéité de l'endomètre, l'intégrité de l'endomètre. L'un favorise la prolifération, l'autre maintient. Donc, ça vous comprenez que s'il y a un équilibre, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que c'est les estrogènes, le taux d'estrogène est élevé, et donc à partir du moment où le taux d'estrogène est élevé, donc ça va favoriser la prolifération de l'endomètre. Donc, cette prolifération de l'endomètre va amener l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle... En fait, la dominance en estrogène, je dirais pratiquement que tous les problèmes gynécologiques des femmes sont liés à ce qu'on appelle la dominance en estrogène.
Et c'est un monsieur, un docteur qui s'appelle John Lee, celui qui a donné le terme de dominance en estrogène pour montrer qu'il y a un excès d'estrogène par rapport à la progestérone. Alors, et là, il faut savoir que tous les problèmes gynécologiques des femmes, la plupart des problèmes gynécologiques des femmes viennent de cette fameuse dominance en estrogène. Les règles, le cycle irrégulier, les règles douloureuses, les saignements abondants, les fibromes, les kystes, l'endométriose, bien sûr, les syndromes polykystiques ovariens, les cancers, même les cancers du sein, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, tout ça, tourne autour de la déficience de la dominance en estrogène. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types d'endométriose? Non, il n'y a pas plusieurs types. Ça dépend, l'endométriose, ça dépend de la localisation. C'est un problème qui va se déplacer. Ça peut être au niveau de l'utérus. C'est-à-dire que ça dépend de l'emplacement. Sinon, l'endométriose, c'est l'endométriose. C'est toujours les tissus d'endomètre qui sont en dehors de la cavité utérine. Ça peut même aller dans le gros intestin. Donc, vous voyez. Le problème est que, comme c'est régi par les estrogènes, ce qui fait que chaque fois qu'il y a le cycle menstruel, même les tissus qui sont à l'extérieur de la cavité utérine vont continuer à répondre à l'activité des estrogènes qui, normalement, doivent jouer au niveau de l'utérus. Donc, même les tissus qui sont à l'extérieur vont continuer à répondre à l'activité de l'utérus. Alors, voilà. Quelles sont les complications liées à l'endométriose? La première complication, c'est la douleur. La douleur. Et surtout, comme je le disais tantôt, la douleur. Une complication, c'est par exemple l'infertilité, qui n'est pas des moindres. Ça peut amener l'infertilité et ça amène généralement l'infertilité. Et bon, alors, je vais te donner quelques exemples. J'ai parlé au titre des complications. J'ai parlé, par exemple, en fait, ça empoisonne la vie de la femme. Et à tous les niveaux. Donc, ça devient... Et les complications, il y a d'autres complications que je vais citer du moins. Alors, par exemple, vous voyez, au terme des complications, il y a par exemple une alternance de diarrhée, constipation, et symptômes aggravés au moment des règles, les douleurs lors de la défécation, vous voyez, les douleurs lors de la défécation. Ensuite, les phénomènes d'occlusion, ballonnements abdominaux, les douleurs pelviennes et urinaires, la difficulté à vider la vessie, les envies fréquentes, ça peut aussi des envies fréquentes d'uriner, la présence parfois du sang dans les urines, la fatigue chronique, les douleurs, je viens de le dire, les douleurs lors des rapports sexuels, les saignements anormaux en dehors des règles, et puis bien sûr, donc il y a toute une... En fait, tout ça, ce sont des complications qui sont liées à cette fameuse dominance en estrogène. Et comment se fait le diagnostic de cette maladie? Bon, alors là, le diagnostic est très compliqué et très complexe parce que souvent, comme ça, c'est des règles douloureuses, souvent il y a une confusion. On peut penser que c'est des règles douloureuses et on s'accroche à ça, on dit non, la femme souffre de règles douloureuses, alors qu'en réalité, c'est l'endométriose. Donc, il y a des facteurs qui vont masquer certaines manifestations qui font qu'on met du temps parfois à diagnostiquer. Mais le diagnostic se fait par exemple par les scanners, l'IRM, qui vont permettre de voir plus clair. Voilà. Et les échographies abdominales pelviennes peuvent permettre d'avoir une idée de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un groupe de femmes qui présentent des risques à développer plus cette maladie-là? Non, ce n'est pas une question de groupe de femmes. En fait, c'est toute femme en âge de procréer. Voilà. Toute femme en âge de procréer peut être concernée. Toute femme en âge de procréer est concernée. Comme vous avez dit tout à l'heure, on estime qu'une femme sur 10 au monde souffre de l'endométriose. Donc, c'est toute femme en âge de procréer. Voilà. Donc, voilà, toute femme en âge de procréer peut être confrontée à ce problème. Est-ce qu'on peut prévenir l'endométriose? Bon. On se pose parfois des questions, mais qu'est-ce qui amène
le tissu endométrial a sorti de la cavité utérine. Bon, mais quand on voit sur le plan de la physiopathologie, quand on voit par exemple le rôle que joue l'endomètre, que joue l'estrogène dans la prolifération de l'endomètre, c'est la prolifération qui peut l'amener à sortir de ce. Donc on peut dire que dès les premiers signes, c'est-à-dire que dès les premiers moments, dès que la femme devient, dès que la femme connaît, après ces premiers signes de trucs, c'est peut-être veiller à s'assurer qu'il n'y a pas un excès d'estrogène. Et ça, c'est possible. Oui. Et comment? Non, il y a des examens qui permettent de savoir s'il y a un excès d'estrogène ou pas. D'accord. Quel type d'examen, par exemple? Non, c'est des examens biologiques qu'on fait pour déterminer ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a compris que tout ce qu'on peut faire pour identifier rapidement la dominance en estrogène, c'est bon à prendre. Oui, c'est bon à prendre. Parce que c'est cette fameuse dominance en estrogène qui est à la base de tout le processus. Voilà, donc, mais toute femme en âge de procréer est susceptible de présenter un problème d'endométriose, d'être concernée par l'endométriose. Vous qui venez de nous prendre en marche, je rappelle que vous êtes à l'émission Impact Santé. Et aujourd'hui, nous parlons de l'endométriose. Et notre expert du jour, c'est M. Sissiaka, naturothérapeute. Alors, M. Sissiaka, dites-nous, est-ce qu'il y a un traitement que la médecine alternative propose contre l'endométriose? Bon, alors pour commencer, à partir du fait que c'est la dominance en estrogène, l'excès d'estrogène qui va favoriser, donc ça veut dire qu'il faut trouver les voies et moyens pour ramener le taux d'estrogène à la normale, à l'équilibre. Alors là, il y a toute une panoplie. C'est une panoplie de traitements. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la diénolyméthane, les légumes crucifères qui sont extraits des choux, les légumes crucifères, la diénolyméthane qui permet de réguler le taux d'estrogène. Alors, il y a ensuite, en plus de la diénolyméthane, il y a la vitamine D. Oui, il y a la vitamine D parce que la fameuse vitamine D participe à l'équilibre hormonal. Bon, il y a aussi que, et là où il y a un problème où il faut surtout veiller surtout sur une chose, c'est que le foie, vous savez, ces hormones-là, les estrogènes, la progestérone, sont synthétisées au niveau du foie. Et autant c'est synthétisé au niveau du foie, c'est le foie qui maintient l'équilibre entre les deux. C'est pourquoi d'ailleurs, lors qu'il y a un déséquilibre, il faut voir si le foie n'a pas un problème. Et j'ai déjà fait une émission sur le thème « Pourquoi les femmes doivent veiller sur leur foie ?» Parce que dès que le déséquilibre hormonal est installé, donc pratiquement tous les problèmes gynécologiques, comme je viens de le dire, vont commencer à se manifester. Alors donc, c'est pour dire qu'il faut veiller sur le foie. Et ça, pour veiller sur le foie, ce n'est pas un problème. On sait, il y a des plantes naturelles, la silimarine, les dandelions, la silimarine surtout, permet de réguler le truc hormonal. Alors maintenant, la vitamine D. Et là, c'est très important parce qu'il y a la prolifération. Or, la vitamine D est un bloque la prolifération cellulaire. Donc, vous voyez ça, à partir du moment où il y a une prolifération et que la vitamine D peut bloquer la prolifération cellulaire, c'est bon à prendre. Alors, la vitamine D participe aussi à la synthèse des éléments qui permettent la synthèse des estrogènes. Donc, là aussi, c'est bon à prendre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déficience, on a démontré, aujourd'hui, il est établi que toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes qui souffrent de l'endométriose ont une déficience en vitamine D. Alors, à partir de ce moment où c'est fait, c'est un fait, ça veut dire qu'il faut veiller à ce que toutes les femmes en âge de procréer, à mon sens, s'assurent que leur taux de vitamine D est bon. Alors, parlons justement de la vitamine D. Et quel autre rôle joue la vitamine D dans le traitement contre l'endométriose? Est-ce que la vitamine D peut aider à soulager la douleur? Oui, la vitamine D peut aider à soulager la douleur parce que la vitamine D est un anti-inflammatoire.
Or, vous savez que dès lors qu'il y a inflammation et douleur vont ensemble. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans la prise en charge, les femmes prennent beaucoup d'anti-inflammatoires et beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai discuté ont fini avec tout. On fait le tour des anti-inflammatoires. C'est pourquoi même, dans le cas de l'endométriose, on parle d'errance thérapeutique. Errance thérapeutique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle passe en revue pratiquement toutes les formulations en matière de traitement, surtout les antidouleurs. Et il y en a même, à un moment donné, même sont à la morphine, tellement la douleur est intense. Ce qu'il faut surtout, il insiste surtout sur ça, ce qui empoisonne la vie des femmes qui souffrent de l'endométriose, c'est la douleur. C'est la douleur qui est parfois extrême, parfois à la limite insupportable, mais même s'il faut la supporter quand même, la douleur. Alors donc, la vitamine D va jouer un très grand rôle dans la prévention, parce qu'à partir du moment où elle joue un rôle dans l'équilibre hormonal. Or, j'ai dit tantôt que c'est le déséquilibre, c'est la dominance en estrogène, c'est le déséquilibre hormonal qui va favoriser. Donc, à partir de ce moment, donc ça veut dire qu'il faut veiller à ce que les femmes qui sont, à mon sens, les femmes qui sont en âge de procréer, s'assurent qu'elles n'ont pas une déficience en vitamine D. Parce que les études ont montré que toutes les femmes qui souffrent de l'endométriose ont une déficience en vitamine D. Alors, à partir de ce moment, c'est bon à prendre parce qu'on peut déjà, si on fait le taux et que le taux est bas, on peut déjà commencer à supplémenter pour pouvoir remonter, parce que la vitamine D est un anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire, c'est un immunostimulant, ça bloque la prolifération cellulaire. Or, c'est la prolifération cellulaire qui amène l'endomètre hors de l'utérus. Alors, vous l'avez dit tantôt, toutes les femmes en âge de procréer doivent veiller à avoir un bon taux de vitamine D. Alors, comment se fait ce processus? Comment faire pour avoir un bon taux de vitamine D? Bon, il faut d'abord, comme je l'ai dit toujours, je le répète, il faut d'abord s'assurer que c'est un examen biologique. Il faut faire un dosage pour connaître son taux de vitamine D. C'est un dosage sanguin, on prend le sang et on dose et on trouve le sang. Et si le taux est bas, parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que pratiquement, je le répète encore, pratiquement toutes les maladies, directement ou indirectement, sont liées à la déficience en vitamine D. Pratiquement toutes les maladies. Et aujourd'hui, s'il y a un domaine qui est préoccupant et pour lequel il y a des études qui ont montré, c'est dans le domaine du lien, le lien entre cancer et déficience en vitamine D. C'est suffisamment documenté. Alors donc, c'est pour dire que en fait, c'est pourquoi je dis toujours que s'il y a un examen que tout Burkinabé, à mon sens, tous les spectateurs devraient faire, c'est de connaître son taux de vitamine D. Parce que à partir du moment où le taux de vitamine D est bon, ça réduit le risque d'être malade. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Et je pense que c'est très important. Alors donc, dans la lutte contre l'endométriose, il faut veiller, à partir du moment où les études ont montré qu'il y a une corrélation, il y a un lien entre le faible taux de vitamine D de toutes les femmes. Donc, il vaut mieux veiller déjà à ce que les femmes n'aient pas un taux de vitamine D. Surtout que si une femme, à partir du moment où il y a une femme sur 10 qui est concernée, ça fait beaucoup. Alors, est-ce à dire que la vitamine D à elle seule suffit pour lutter contre l'endométriose? Alors non, la vitamine, c'est-à-dire que c'est multifactoriel. Donc, on peut utiliser par exemple la vitamine D, mais on peut utiliser aussi des produits comme la sérapeptase. Alors la sérapeptase, vous savez, c'est des morceaux de tissu qui sont sortis de la cavité utérine. Mais ces morceaux de tissu-là, la sérapeptase par exemple, mais c'est un excellent traitement. D'abord, c'est un antidouleur naturel, donc ça n'a pas d'effet secondaire. Donc ça permet de lutter contre la douleur. Mais ces tissus cicatriciels-là, parce que ça amène l'adhérence. Et l'adhérence devient un problème. Donc ces tissus cicatriciels-là, la sérapeptase est capable de débarrasser l'organisme de ces tissus cicatriciels qui sont en dehors de la cavité utérine. Alors, à partir de ce moment-là, la sérapeptase devient une excellente approche pour pouvoir aider à lutter contre ça. Alors, il y a la diindoléméthane, qui est extrait des légumes crucifères, qui permet également de rétablir l'équilibre hormonal, parce que c'est le déséquilibre hormonal, je le répète encore, qui est à la base de tout ça. C'est l'excès d'estrogène. Alors donc, à partir du moment où on peut contrôler l'excès d'estrogène, on peut ramener le taux d'estrogène à la normale. Je pense que c'est bon à prendre. Donc, il y a toute une panoplie. Dans la médecine alternative, il y a toute une panoplie et celles qui sont concernées peuvent nous contacter. Nous allons leur donner en fonction de la spécificité parce que
l'endométriose est spécifique, chaque cas est spécifique. Parce que chaque cas est spécifique et ne se manifeste pas de la même façon chez toutes les femmes. Il y a des divergences. Donc, à partir de ces spécificités-là, on peut trouver, dans la médecine alternative, il y a toute une panoplie d'approches thérapeutiques pour aider non seulement à lutter contre la douleur, parce que c'est la douleur qui empoisonne la vie, et même à donner des perspectives de rétablissement. Parce que la vitamine D joue un très grand rôle dans la reproduction. Donc, la vitamine D peut aider à la fertilité de la femme et surtout à restaurer la fertilité de la femme. D'accord. Est-ce que la vitamine D peut être associée à un produit ou une autre vitamine dans le cadre du traitement de l'endométriose? Non, dans le cas de l'endométriose, il y a la vitamine D, il y a toute une panoplie pas de vitamines, mais de plantes naturelles qui peuvent aider à rétablir l'équilibre hormonal. Il y a le coche noir, il y a le dandelion, il y a toute une panoplie de plantes naturelles qui peuvent aider à rétablir justement cet équilibre hormonal. Alors donc, le maître mot, à mon sens, c'est rétablir l'équilibre hormonal et surtout lutter contre la douleur. Et si c'est pour lutter contre la douleur, dans la médecine alternative, même l'oxygène, vous savez, la douleur est liée à la déficience en oxygène. Lorsque l'oxygène manque dans l'organisme, ça peut amener la douleur. Donc l'oxygène aussi peut être un moyen, une stratégie de lutte contre la douleur chez les femmes qui souffrent de l'endométriose. Et j'en sais quelque chose, je sais pourquoi je parle de ça. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. Quels conseils envers ces femmes qui souffrent de l'endométriose? Bon, les femmes qui souffrent de l'endométriose, d'abord, il faut d'abord qu'elles consultent. Les gynécologues sont très bien placés pour les assister. Maintenant, il y a la médecine alternative. La médecine alternative peut venir peut contribuer, peut venir en appoint, peut apporter sa contribution pour amener la qualité. Parce que le problème, c'est, la préoccupation des femmes qui souffrent d'endométriose, c'est quoi? C'est d'abord la qualité de la vie, se débarrasser de la douleur et restaurer la fertilité, parce que c'est là leur problème. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'approches dans la médecine alternative qui peuvent permettre justement d'aider les femmes à améliorer la qualité de vie et éventuellement même à restaurer la fertilité, parce que c'est l'une des préoccupations de ces femmes-là. Alors, merci beaucoup, M. Sissiaka, pour ces éléments de réponse. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de l'émission Impact Santé. D'ici là, prenez soin de vous. Shalom.